Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, c'est Pierre-Alexis Blévin, maire de Pléneuf-Valandré, vice-président de l'Office de tourisme Cap d'Erquy-Valandré, qui est notre invité. Il est venu jusqu'à nous au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour Pierre-Alexis Blévin. Bonjour Monsieur Hamon. Alors, on va parler évidemment de Valandré, on va parler de politique ce matin. On va tout de suite commencer par une idée, une initiative que vous avez eue à Pléneuf-Valandré, initiative qui s'appelle le CESEL. Alors, pour nos auditeurs, le CESEL, c'est le Conseil économique, social et environnemental local. De quoi s'agit-il au juste ? Il s'agit d'une instance de participation citoyenne et notre objectif c'est d'associer nos administrés à la démarche de réflexion sur le programme, c'est pour tout simplement nous aider nos administrés, les associer à la politique locale. Voilà, ils peuvent être finalement, alors on peut dire conseillers, témoins, force de proposition. Totalement. Alors, quand on a lancé ce CESEL, on a tout simplement on a fait un appel à candidature et on s'est rendu compte avec surprise qu'on avait énormément de candidatures. Et on a souhaité tout simplement ne pas sélectionner et prendre tout le monde. C'est-à-dire ne pas tuer l'initiative locale. Aujourd'hui, le CESEL de Pléneuf, ce sont des instances en fait qu'on retrouve dans de grandes villes. Et là, on a essayé sur une taille plus petite de le mettre en place. On est une commune balnéaire. On passe entre 5 000 à 33 000 habitants l'été. Le week-end, on est à peu près 8 000 habitants. Et en prenant les résidences tant principales que secondaires, on a essayé de mettre en place un CESEL composé de 60 personnes et de 5 commissions thématiques. Donc les personnes sont à peu près une dizaine dans ces commissions et sont amenées à réfléchir, à travailler entre eux. On essaye également, nous en tant qu'élus, d'être assez extérieurs pour qu'ils aient une certaine flexibilité. On leur donne la possibilité de rencontrer le personnel communal au besoin, auditionner également des experts et nous faire des propositions. Alors mon objectif, ça serait que chaque commission puisse faire une réalisation une fois par an. Alors on a cet organe finalement consultatif, organe non partisan, il faut bien le dire. Hein. Voilà, c'est une instance de concertation et de réflexion avec nos citoyens qui est apolitique. Voilà. Et quand on regarde en plus les profils des gens, on est heureux parce qu'on a des profils totalement différents. Alors, j'ai juste de vous demander, alors ça c'est pour nos auditeurs ne voient pas, mais d'éloigner votre téléphone mobile parce que on l'entend faire un petit peu de bruit dans le micro. Voilà, ça y est, c'est arrangé. Voilà, ça c'était le petit message technique. Justement, il y a eu une première réunion du CESEL qui s'est passée. Comment ça s'est passé ? Les gens ont fait connaissance, ont discuté avec les élus ? Première réunion, tout simplement pour poser le cadre, expliquer également le fonctionnement, puisqu'on aura et on a dans ce CESEL un président qui est le maire, un vice-président qui est l'élu en charge de la participation citoyenne, et puis dans les 5 commissions, 5 présidents de commission qui vont élire eux-mêmes leur vice-président. Voilà, donc c'est un fonctionnement très démocratique. C'est très démocratique, on n'impose aucun sujet, comme ça a pu être fait dans certaines grosses communes, où souvent le thème est déjà choisi par le maire et il y a un thème à travailler par nos administrés. Là, en fait, chaque commission est maître de ses thèmes et la mairie, si elle le souhaite, peut également proposer des thèmes de réflexion. Voilà, vous pouvez introduire un thème de réflexion dans les thèmes déjà, on va dire, balayés par ces commissions. Est-ce que il n'y a pas un risque, quelque part, de voir beaucoup de thèmes abordés, alors, et que ce soit difficile à gérer après? Ce qui est bien, c'est que plus on va avoir de thèmes à aborder, mieux ce sera pour nous, parce qu'on a besoin aussi de nous nourrir de réflexions extérieures. Après, notre objectif, ça va être d'essayer aussi d'associer nos administrés sur le travail qui est déjà en cours. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de thématiques sont déjà en cours de réflexion avec nos services. Et le but, ça va être aussi de leur permettre de raccrocher tout de suite au wagon pour pouvoir dynamiser nos réflexions. Voilà, la dynamique finalement. Est-ce qu'il y a des thèmes déjà, sans trahir de secret, est-ce qu'il y a des thèmes déjà qui sont prédominants, qui ressortent ? Alors, selon les commissions, elles sont en cours de toutes se réunir. Il y a des thèmes, par exemple, la recherche de médecins, la mise en place de MAM. On peut avoir également la mise en place d'un plan vélo. Donc, il y a plein de thèmes qui sont déjà en réflexion. Là, aujourd'hui, on a des réflexions sur une bibliothèque, sous quelle forme, quel fonctionnement. C'est toutes ces réflexions qu'on va demander à nos citoyens
de réfléchir. Alors, grande réflexion à Pléneuf-Valandré. Pléneuf-Valandré, d'ailleurs, qui fait partie, vous le disiez à l'instant, Pierre-Alexis Blévin, des communes touristiques qui ont été surclassées cette année. Ça veut dire quoi? Alors, en fait, on était classé station de tourisme de niveau 1, 10-20 000 habitants. Et depuis quelques semaines, nous avons été surclassés commune classée station de tourisme de niveau 2, 20-40 000 habitants. Parmi les grandes stations balnéaires comme Perros-Guirec, comme Carnac ou Dinard. Tout simplement, ça vient reconnaître aussi notre capacité d'hébergement qui a augmenté. Alors on se rend compte sur la durée que malheureusement on a un souci, c'est qu'on a parfois plus de résidences secondaires que de résidences principales. On se rend compte également qu'on a du logement touristique et du logement à la semaine qui n'existait pas il y a plusieurs années. Et c'est en partie grâce à ce logement saisonnier qu'aujourd'hui la préfecture nous a, comment dire, officiellement surclassé commune classée station touriste de niveau 2, ce qui vient aussi reconnaître nos contraintes touristiques, puisqu'on a aussi on oscille entre 5 000 habitants à parfois 33 000 habitants, et donc on va pouvoir prétendre avoir plus de dotations de la part de l'État. On va pouvoir également recruter du personnel qualifié dans certains domaines, et puis on va pouvoir aussi continuer notre dynamique de communes stations balnéaires. Alors, est-ce que ça pose pas un problème aussi pour les résidents à l'année? Parce qu'on voit aujourd'hui qu'on a du mal à se loger. Alors, les Côtes d'Armor, j'imagine le Valandré n'échappe pas à cette règle. Beaucoup de gens viennent aujourd'hui des villes à la campagne, au bord de la mer, dans des endroits plutôt sympathiques. Est-ce que là aussi, il faut trouver un équilibre entre le logement saisonnier, les résidences secondaires et le logement à l'année? Totalement. Alors en fait, ce classement vient juste constater un état de fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire changer les choses. Le souci qu'on a, c'est que on a trop de locations touristiques. Et aujourd'hui, les gens préfèrent louer à la semaine plutôt que louer à l'année. Alors, on va essayer de voir ce qu'on peut faire pour inverser la tendance. Le souci, c'est que on a très peu de marge de manœuvre. Parce qu'on n'a pas la maîtrise du foncier, on se rend compte que le foncier coûte cher et que aujourd'hui les propriétaires préfèrent parfois ne pas avoir les soucis qu'ils peuvent avoir en louant à l'année, tout simplement en louant à la semaine. Et puis en plus, il y a des avantages financiers puisque les montants ne sont pas les mêmes. Voilà, donc là aussi, une grande réflexion en cours. Aussi, augmentation du parc immobilier, mais le risque aussi, et on le voit sur les 10 dernières années, on a augmenté le parc immobilier et pour autant, comme une ruche qui bourdonne, on se rend compte qu'on produit encore de la résidence secondaire. Et ça pose problème. Voilà, victime du succès. Oui, peut-être pas que ça, mais il y a aussi le fait aussi que les mairies, il faut le savoir, n'ont pas la maîtrise du foncier et ça peut nous rendre plus de difficultés. C'est quelque chose que vous réclamez, les maires en règle générale, une meilleure maîtrise du foncier? En tous les cas, j'ai vu que certains maires parlaient de mettre un statut de résident. Aujourd'hui, ce statut ne serait pas constitutionnel, mais il y a une réflexion à avoir avec les services de l'État pour pouvoir certainement faire une loi qui favorise le logement à l'année. Et puis une deuxième chose, c'est que il y a l'emploi. Et quand on a de l'emploi uniquement saisonnier dans les stations balnéaires, souvent ça favorise plus les résidences secondaires et malheureusement peu les résidences principales, parce que les gens veulent être à côté de l'outil de production. Donc peut-être qu'il faut densifier les zones artisanales, les zones industrielles qui sont à côté pour permettre de générer de l'emploi et favoriser des résidences principales. Et puis il y a le cas, vous en avez dit un petit mot très bref, des logements sociaux. Aujourd'hui, les communes sont tenues d'avoir des logements sociaux. Voilà, donc il y a aussi les logements sociaux. On a une obligation de 25% de logements sociaux. Le souci, c'est que plus le logement augmente en nombre, plus la part des 25% est différente. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut surtout, c'est que les promoteurs immobiliers jouent le jeu. Parce que quand je vois qu'on me présente des projets immobiliers où on a 19 logements et pas 20, pour pas faire 25% de logements sociaux, je me dis qu'à un moment donné, c'est le contribuable qui risque de payer une amende et que ça va nous mettre en forte difficulté. Voilà, donc là aussi, faut se faire violence un peu. Alors nous, pareil, on revient sur la même difficulté, on n'a pas la maîtrise du foncier, donc on essaye de produire du logement, favoriser le plus possible de logements sociaux et surtout du locatif.
Parce que le problème, on s'est rendu compte qu'on avait fait, on a fait par exemple un lotissement communal, et puis très vite, une fois que ça s'est terminé, eh bien, les personnes qui avaient acheté ont revendu en faisant des plus-values. Voilà, Et ça nous pose aussi des grosses difficultés. Voilà l'offre du marché qui est ce qu'il est, le marché évidemment aujourd'hui qui est en pleine expansion. On va parler d'un autre sujet, Pierre-Alexis Blévin, sujet qui vous touche de près puisque on l'évoque dans la presse, ce sujet des éoliennes en mer en baie de Saint-Brieuc, sujet qui est très clivant comme l'on dit et qui déchaîne quelque peu les passions avec les marins pêcheurs qui sont aux avant-postes. Vous, comment vous situez dans ce projet éolien ? Alors moi, je suis pas pour ce projet éolien. On a voté, nous, notre conseil municipal, 2 vœux pour avoir un moratoire sur le projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc. Et puis également pour plusieurs observations. La première, c'est qu'en 2012, les communes littorales faisaient partie du comité de gestion et de suivi du projet de parc éolien en baie de Saint-Brieuc. En 2018, sans avoir été associé et consulté, le préfet des Côtes-d'Armor, l'ancien préfet, a tout simplement modifié la composition du comité de gestion et de suivi. Et il s'est avéré que les communes ont été retirées du comité de gestion. Donc aujourd'hui, on n'est pas associé. On ne peut pas parler de ce projet avec les instances de l'État. Et surtout, on a une inquiétude. On a une inquiétude quant au démantèlement. On se rend compte aujourd'hui que le programme actuel qui est imposé à la société Iberdrola, c'est un cautionnement bancaire. Que souvent, quand on parle de cautionnement, on cautionne surtout des entreprises qui ne sont pas en difficulté financière. Que demain, si l'exploitant est en difficulté, on a un risque de ne plus avoir de cautionnement. C'est pour ça qu'avec les maires de Plévenon et le maire d'Erquy, nous avons écrit aux 2 ministres, ministre des Finances et ministre de l'Environnement, ainsi qu'au président de la région Bretagne, pour mettre en place un fonds de garantie, puisque nous ne souhaitons pas avoir un cimetière d'éoliennes en mer, à l'instar de ce qui peut se passer aujourd'hui avec le réacteur nucléaire de Brennilis, qui depuis 1985 attend toujours d'être démantelé. Nous souhaitons un fonds de garantie qui oblige à l'exploitant, au cours de ses 40 années d'exploitation, de pouvoir alimenter ce fonds à la Caisse des dépôts et consignations pour qu'à l'issue des 40 années, l'exploitant puisse pouvoir démanteler les éoliennes. On a un autre souci, c'est qu'on se rend compte que si l'exploitant fait faillite ou si demain il revend sa concession, eh ben, on aura de futurs exploitants dont on ne saura pas ce qu'ils pourront faire quant au démantèlement. Donc on souhaite des garanties de la part de l'État et les alerter sur ce souci qu'on a, tant pour les éoliennes onshore que pour les éoliennes offshore, sur le démantèlement des parcs à l'issue de leur exploitation. Oui, parce qu'on voit quand même sur certains sites terrestres cette fois-ci des éoliennes qui ont été changées. Elles avaient 15 ans, elles étaient amorties, on les change, mais on laisse les socles quand même. Ça pose un problème environnemental. Ça pose un problème et je pense que ça sera la même chose en mer. C'est-à-dire qu'on aura certainement étêté les éoliennes, mais elles resteront, et les fonds marins ne seront pas forcément remis en état. Alors justement, est-ce que là aussi il y a eu un manque de concertation sur ce dossier qui a traîné plus d'une dizaine d'années? Est-ce qu'il y a eu un manque de concertation et puis est-ce qu'il y a eu un manque aussi de vision technologique? Parce qu'aujourd'hui on a des éoliennes flottantes, on sait faire. Alors on est très surpris parce que en 12 ans, on pensait que la réflexion aurait pu avoir lieu. Quand on voit qu'aujourd'hui la société en question a du mal à forer puisqu'elle constate qu'on a du grès rose et que elle a des contraintes, on se dit que l'étude environnementale telle que nous l'avions demandé n'a pas été faite. Et n'a pas été bien faite en tous les cas. Alors il y a aussi beaucoup de contestations autour d'Elmarine, la société qui est filiale d'Iberdrola, donc société espagnole. Il y a beaucoup de doutes sur le financement, sur les capacités A, comme l'on dit. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous titille, qui vous inquiète? Ça nous inquiète parce que on espère tout simplement que si ce projet doit avoir lieu, qui n'aboutissent pas à un cimetière d'éoliennes dans quelques années. Et puis quand on voit le prix du kilowatt qui va être donné et sur lequel l'État s'est engagé à payer, on se rend compte que ça va coûter cher. Et ce rachat de kilowatts qui arrive à une époque quand même où les Français ont du mal à payer leur électricité. Il y a comme une forme de distorsion. Complètement.
Je suis complètement d'accord. Voilà, bon, c'était en gros la constatation. Des éoliennes en mer, en baie de Saint-Brieuc, on va passer à toute autre chose, un sujet peut-être un petit peu plus, j'allais dire technique. Pierre-Alexis Blévin, vous êtes également avocat, vous êtes penché aussi sur cet accord international visant à lutter contre les paradis fiscaux. On en parle beaucoup, des paradis fiscaux aujourd'hui. Il y a eu quelques reportages chez nos confrères de France 2 ces temps derniers en particulier. Qu'est-ce que ça va changer, cet accord international? Alors moi, comme vous avez pu le savoir, en fait, moi je dis prudence. Prudence parce qu'à peu près tous les 4-5 ans, c'est la même chanson, on nous dit c'est la fin des paradis fiscaux. En 2009, le président Nicolas Sarkozy nous disait qu'avec les listes noires, c'était la fin des paradis fiscaux. On s'est rendu compte très vite qu'en fait ce système de liste ne marchait pas. Aujourd'hui, on a une liste européenne des paradis fiscaux qui n'en compte que 3 ou 4, qu'aujourd'hui cette liste a été mise en place sans prendre en compte les États européens, c'est-à-dire que le Luxembourg, Malte, Chypre n'en font pas partie. Maintenant, l'avantage de cet accord, de ce nouvel accord, c'est d'avoir un taux d'imposition sur les bénéfices internationaux qui soit le même dans l'ensemble des pays. Moi, je dis que c'est une très bonne chose. Après, le souci, c'est qu'il y a signature de traité et ratification. Et ce que je disais réellement, c'est que il y a beaucoup de traités internationaux qui sont signés, mais qui ne sont pas ratifiés et donc ne rentrent pas en vigueur. Et l'exemple tel, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont en France, on n'arrête pas d'en parler. On a certains de nos administrés même qui estent en justice et qui l'invoquent, sans savoir qu'en fait, elle n'a aucune valeur juridique en France et elle n'est pas applicable. On a aussi ce souci d'avoir avec les États fédéraux. C'est-à-dire que souvent, c'est l'État fédéral qui signe l'accord, sauf que les États fédérés ne le font pas appliquer. Donc, sur la durée, on a un souci, c'est qu'on a un risque que cet accord ne soit pas mis en application par l'ensemble des États du monde. Et puis je pense tout simplement que les États-Unis ont mis en place les accords FATCA qui contraignent en fait l'ensemble des pays du monde à leur donner les informations bancaires sur leurs ressortissants américains et également sur les ressortissants étrangers qui ont la carte verte américaine. La carte de travail finalement. La green card. Et en fait, ils connaissent l'ensemble des comptes bancaires de leurs ressortissants à l'étranger, calculent l'impôt qu'ils payent dans leur pays de résidence et calculent l'impôt qu'ils seraient censés payer s'ils vivaient aux États-Unis. Et le différentiel, ils le payent au Trésor américain. Si les États ne jouent pas le jeu, il y a des sanctions financières à l'égard des États en question. Mais moi, je pense qu'à l'instar des États-Unis, si on veut résoudre le problème des paradis fiscaux, il faut faire un FATCA à la française pour que l'administration fiscale française connaisse l'ensemble des fonds dont les Français à l'étranger en ont la possession et tout simplement calcule le niveau d'impôt qu'ils seraient censés payer s'ils vivaient en France afin que le différentiel puisse être payé au Trésor français et tout simplement ne plus avoir de contraintes et de problèmes particuliers avec les paradis fiscaux, tout simplement parce que on saura ce qui existe ailleurs, dans d'autres territoires, puisque la difficulté des paradis fiscaux, c'est que ce ne sont pas forcément des pays. Ce sont des territoires au visage multiple. On a différentes formes juridiques de paradis fiscaux. On peut aller des États fédérés, comme le Nevada ou le Delaware aux États-Unis, aux régions autonomes, comme Macao ou Hong Kong en Chine, ou tout simplement aux dépendances de la couronne britannique, puisque Jersey, Guernesey, l'île de Man ne dépendent pas du Royaume-Uni, mais dépendent directement de la reine d'Angleterre et ont un statut particulier. Mais également, on a aussi les territoires d'outre-mer britanniques, comme Gibraltar, qui ont une autonomie assez importante sans être des États. Et puis, on a tous les États membres du Commonwealth. Alors, on se rend compte que sous cette multitude de territoires aux formes juridiques complètement difformes et différentes, eh bien, en fait, on arrive toujours à passer entre les mailles du filet des accords OCDE ou des différents instruments que nos États occidentaux mettent en place pour essayer de réduire l'évasion fiscale. Alors avec aussi des pays parfois qui sont des pays ou des États qui sont peu fréquentables, comment on arrive à discuter quand il n'y a pas d'accord déjà, j'allais dire, bilatéraux avec ces pays? Alors aujourd'hui, il y a des accords bilatéraux avec pratiquement tous les pays. Le problème, c'est l'application des accords. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de dupes. Souvent, on signe l'accord, mais on ne l'applique pas. Le seul État au monde qui n'a pas souhaité signer et ratifier l'accord FATCA américain, c'est la Russie. Donc, je pense qu'à l'instar de ce qui se fait, on peut le faire.
On peut le faire et puis engager des représailles contre les États tout simplement qui ne jouent pas le jeu. Je renvoie à 2 ouvrages que vous avez écrits autour des paradis fiscaux. On peut en parler de ces ouvrages. Les paradis fiscaux, tout simplement, Pierre-Alexis Blévin, que sais-je, et les micro-États européens, études historiques, juridiques, fiscales, Andorre, Liechtenstein, Monaco, Saint-Marin et le Vatican. Donc chez l'Harmattan, je renvoie donc à ces 2 Merci ouvrages que vous avez écrits, qui sont très fournis, très documentés autour de la question. Pierre-Alexis Blévin, on va parler de politique, on est là pour ça aussi. Il y a un contexte général et politique qui est quand même assez tendu à un peu plus de 6 mois de la présidentielle et des législatives. Comment vous le voyez? Comment vous les voyez, ces élections qui arrivent, ces 2 élections? Les élections vont certainement, ouvrir un certain nombre de débats. Aujourd'hui, on n'y est pas vraiment. Voilà. C'est surtout ça que je peux vous dire. On n'y est pas vraiment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'échanges sur des primaires dans les médias, mais par expérience politique, une élection se joue pas en octobre pour le mois de mars. Donc d'ici là, il y aura certainement de l'eau à être passée sous les ponts. Alors on voit quand même qu'il y a une difficulté à se réunir à gauche, une difficulté à trouver un leader à droite, même si on a vu dans les gazettes cette photo de petit déjeuner à droite avec quelques prétendants. On voit aussi la montée des extrêmes. Est-ce que là aussi c'est quelque chose qui est de nature à... j'ai déjà posé la question à plusieurs invités dans la matinale, de nature à vous inquiéter, à vous titiller, ou alors vous vous dites finalement les questions vont être posées, à nous de nous en emparer? Tout simplement, étant élu local, moi je fais pas de politique nationale, donc je regarde ça avec du recul. En plus, j'ai j'ai une équipe municipale qui est multiple, où on a tout simplement tout le spectre électoral. On va de la gauche à la droite, et c'est vrai que je tiens pas forcément à avoir une réflexion sur la politique nationale. Voilà, tout simplement pour et c'est ce que j'ai dit, à certains candidats qui m'ont demandé un parrainage. Pour les prochaines élections municipales, je ne parrainerai aucun candidat pour pouvoir respecter tout simplement la diversité d'opinion de la majorité municipale de Pléneuve-Valandrey. On est surtout tourné sur de la politique purement locale et pléneuvienne, et c'est vrai que je ne souhaiterais pas m'engager sur une réflexion d'ordre de politique nationale, pour être sûr de ne pas travestir l'opinion de mes conseillers municipaux et de mes adjoints qui ont une richesse d'opinion qui fait qu'ils sont très différents les uns des autres, et qu'on arrive à garder une certaine cohérence d'équipe, puisqu'on parle jamais de politique nationale. Justement, est-ce que c'est pas ça le modèle finalement, essayer de travailler tous ensemble? Alors là, on le voit, on a l'exemple à Pléneuve-Valandrey, mais on va dire une échelle plus grande. Mais en fait, je me rends compte, je vais être très honnête avec vous, que la difficulté, c'est surtout, c'est pas forcément les idées gauche-droite. La difficulté, c'est les égos et les problèmes de personnes. Lorsque j'ai fait ma dernière liste pour les élections municipales, j'ai souhaité prendre des gens pour leur qualité humaine et leurs compétences, et puis surtout regardant leur caractère. Parce que le plus dur, c'est d'arriver à travailler ensemble. Et là, au-delà des clivages politiques, gauche-droite, on a des personnalités qui, parfois, sont difficiles à gérer et difficiles à travailler en collectif. Aujourd'hui, je pense que, quels que soient les bords politiques, qu'on soit de gauche ou de droite, le constat sur les échecs ou les difficultés qu'on a au niveau national à mettre en œuvre certaines politiques sont unanimes. Et donc par conséquent, moi ce que j'espère de nos futurs de nos futurs élus, c'est tout simplement que dans la différence, ils soient capables de travailler ensemble, parce qu'il y a du bon en chacun, et qu'en fait maintenant il faut que la France avance. On a cette fracture entre les Français et leur personnel politique. On a l'impression que c'est peut-être un petit peu moins marqué justement avec le maire. Je parle bien du maire de la commune, je ne parle pas de
Monsieur Bruno Le Maire. On a l'impression quand même que le fossé est moins creusé entre les élus de terrain. Est-ce que voilà, il faut aller plus sur le terrain encore, il faut aller à la rencontre des administrés, il faut les faire venir comme vous l'avez fait avec ce Conseil économique, social et environnemental local. Est-ce que ce sont ces initiatives-là qui vont réconcilier les Français, les Bretons, les Pléneviens avec leur personnel politique? Je pense que le mandat de maire est un mandat particulier puisqu'on est en contact direct avec nos administrés et on travaille pour tout le monde. C'est-à-dire que quelles que soient les couleurs politiques des gens, on est là pour tout le monde. Et je dirais même quelles que soient les personnalités, parce que parfois c'est pas toujours simple. On a des personnalités bien particulières et on travaille quand même avec eux et on les apprécie pour autant. Il faut être à l'écoute de nos concitoyens et surtout il faut faire de la politique pour les autres et pas pour soi. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de politiques, tout simplement une fois élus, oublient d'où ils viennent et leurs promesses. Alors moi j'essaye au quotidien de revoir mon programme électoral, de voir ce que je vais faire pour l'honorer et puis parfois pour l'amender au vu des échanges que j'ai avec nos administrés. Mais c'est vrai que je peux parfois partager ce sentiment de ne pas forcément être écouté par nos élites qui, une fois élus, oublient en fait leurs promesses. Voilà. Est-ce qu'il faudrait de temps en temps que les élites ou les élus à un plus haut niveau discutent plus avec les maires, avec les gens de terrain? Il faudrait tout simplement que les élus nationaux et notamment le gouvernement fassent confiance aux maires. Les maires sont aujourd'hui en prise avec le terrain et aujourd'hui on voit aujourd'hui ce mal-être. Il y a quand même un mal-être qui est existant. On subit. Faut être très honnête, même le personnel administratif subit parce qu'on a des gens qui sont à fleur de peau aujourd'hui avec le contexte sanitaire et on est humain, donc on essaie de s'adapter aux gens et d'essayer d'améliorer la situation. Mais malheureusement, quand on voit que les maires ont de moins en moins de compétences, puisque l'État leur enlève des compétences, on se rend compte qu'on est en train de perdre cette proximité qui existait et qui a fait la force de la France depuis 1982 et les lois de décentralisation, et qu'aujourd'hui il faut peut-être faire plus confiance aux maires, donner plus de compétences et nous permettre de faire de la proximité, parce que les gens ont besoin de proximité dans un monde qui aujourd'hui devient de plus en plus difficile. Et c'est là-dessus que l'on va se quitter. Pierre-Alexis Blévin sur le rôle du maire, important s'il en est justement. Vous êtes un maire de Pléneuf-Valandré, vous êtes aussi vice-président de l'Office de tourisme Cap d'Erquy-Valandré et vous étiez avec nous ce matin en direct dans la matinale. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup, au revoir. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.